Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve, la GOAT Family? Est-ce que ça va, Karl, pour commencer? Ça va parfaitement pour moi. Très belle journée. J'espère que vous allez bien chez vous et j'espère que tu vas bien chez toi, Sigma. Ça va, super. Alors aujourd'hui, on va parler de l'UFC 274, ces magnifiques combats de championnat qui auront lieu à Phoenix, en Arizona. On va parler des 3 derniers combats de la main card, à commencer par ce fameux combat dont les odds pour moi sont assez intrigants. Michael Chandler face à Tony Ferguson. Si on regarde les odds de ce combat-là, on voit que c'est Tony Ferguson qui est largement favori à moins 410. Ouais, c'est ça. Moins 410 et plus 310 l'underdog Michael Chandler. Donc là, moi je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est des odds qui sont justifiés, sachant que Tony Ferguson, il est combien de la catégorie là? Ouais, c'est le 7e contre le 5e. Bah, déjà, je tiens à dire que les deux sont sur des défaites. On a Tony Ferguson qui est sur 3 grosses défaites et on a Michael Chandler qui est sur 2 défaites, lui. Les deux ont perdu contre des mecs quand même du top 5, j'ai envie de dire, voire top 10, mais bon, en tout cas qui allait entrer dans le top 5 maintenant. Donc, je sais pas. Ils ont à peu près le même âge. Tony Ferguson est quand même un peu plus vieux. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas justifié. Il est un peu trop favori à mon goût. Genre, qu'ils le mettent favori, pas choquant, même un peu favori, tu vois, mais à ce point favori, moi, je trouve ça un peu choquant. Je suis un peu étonné de ces odds, moi, personnellement. Je sais pas toi, ce que tu en penses. Bah en fait, j'explique, moi je veux bien comprendre que le match-up il favorise pas Michael Chandler, qu'il est face à quelqu'un d'assez longiligne, mais j'étais, pour être honnête avec toi, complètement choqué. J'ai cru que c'était un bug du site quand j'ai vu les odds. C'est à ce point-là, moi je te le dis. Bah, euh, c'est vrai que bon, Tony Ferguson aura l'avantage d'allonge et il est beaucoup plus longiligne, mais Michael Chandler, pour son premier combat à l'UFC, il a affronté Dan Hooker, qui pareil, lui mettait je sais pas combien de centimètres d'allonge et pourtant, voilà, il l'a couché premier round. Je sais pas. Moi, je pense que Michael Chandler, c'est un combattant qui s'adapte bien à l'avantage d'allonge de ses adversaires. Tu vois, très bas sur ses appuis. Pareil, il avait ce désavantage d'allonge face à aussi Oliveira. Je sais pas. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, Michael Chandler, il va être très dangereux debout. Et ça va être comme d'hab, ça va être la résistance de Tony Ferguson qui va tout faire pour moi dans ce combat. S'il a plus ce menton qu'il avait avant, je pense qu'il va tomber. Il va pas résister. Bah, c'est marrant que tu dis ça, parce que là, on a un combat, on va dire, référence pour les deux, c'est que les deux ont affronté Justin Gaethje. Et les deux ont réagi de manière assez différente, et on peut comparer la réaction des deux. C'est allé à la décision pour l'un, et pour l'autre, ça s'est arrêté dans le dernier round. Bon, l'autre, c'était un 5 rounds. Hein. Donc, c'est vrai que faut pas, pour Tony Ferguson, c'est vrai que c'était un 5 rounds, manger la foudre. Justin Gaethje, ses points en feu pendant 5 rounds, c'est complètement différent. Et là, du coup, en parlant de durabilité que tu as évoqué, paradoxalement, moi je trouve que cette durabilité, pour la première fois, parce que c'est assez rare, elle est du côté de son adversaire à Tony Ferguson. Parce que je pense qu'il a le temps de son côté, Michael Chandler. Il est moins usé, on va dire, avec toutes ces guerres qu'a fait Tony Ferguson. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, je pense qu'on n'a plus le même Tony Ferguson depuis cette correction, cette punition physique qu'il a mangé face à Gaethje. Je trouve que c'est plus le même. Il a été cassé physiquement, mais mentalement, psychologiquement aussi depuis. Ça va être dur à son âge de refaire surface après ça. Parce que franchement, ce combat, il l'a vraiment usé. Et je pense que c'était la cerise sur le gâteau de toute l'usure qu'il a pu accumuler tout au long de ses combats. Parce que c'est un mec, malgré tout, en moyenne, qui mangeait vraiment, vraiment beaucoup de coups à la tête durant ses combats. C'est ça. C'est ça. Donc déjà, alors c'est marrant parce que là c'est un 3 rounds. Donc là ça va nous permettre de voir déjà la forme de chacun et si Michael Chandler va pouvoir rebondir de ses défaites, mais si surtout Tony Ferguson, on va pouvoir retrouver l'ancien Tony Ferguson parce que j'ai pas eu le temps de voir tous les countdowns, mais visiblement il a récupéré des anciens coachs à lui de lutte universitaire pour essayer de réveiller ce monstre, ce zombie qui avait l'habitude de tant faire rêver les fans à l'UFC. Là, je sais pas si ce combat-là va aller à la décision. Je te dis la vérité. Sur 3 rounds. Sur 3 rounds, je sais pas. Franchement, ça m'étonnerait que ce combat aille à la décision. Franchement, pour qu'il aille à la décision, pour moi, ce serait dans une configuration un peu comme Michael Chandler et Justin Gaethje, hein, c'est qu'il y ait une guerre et qu'aucun des deux ne veuille tomber.
Pour moi, ce serait la seule raison que ça aille à la décision. Mais en tout cas, ce ne sera pas un combat qui va se finir sans dégâts, ça c'est sûr. Il y aura du dégât des deux côtés, je pense. Mais j'ai vraiment peur pour Ferguson. Pour moi, il a plus sa durabilité dans le temps. En fait, pour moi, c'est ça un peu qui fait que moi, je vois plus Michael Chandler favori. Mais bon, les odds ne voient pas ça, donc voilà. Donc les gars, si vous voulez parier, si vous avez un peu d'argent, voilà, nous on n'incite pas, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais sachez que le favori, c'est Tony Ferguson pour ce combat. Si vous Alors, avez des idées de mise. alors c'est assez marrant parce que moi, je trouve que personnellement, le plus explosif des combattants, c'est Michael Chandler. Mais donc, les bookmakers, favorisent le fait que Tony Ferguson va neutraliser en quelque sorte cette explosivité pour pouvoir soit gagner la décision ou même soumettre ou même TKO un Chandler. Parce que c'est quelqu'un qui est très dangereux. On va pas se mentir debout. Donc, Bah, écoute, Tony Ferguson, dans le passé, nous l'a montré qu'il pouvait le faire. Hein. Il l'a notamment fait face à des Edson Barbosa, des combattants très explosifs debout. Il avait réussi à les fatiguer et les neutraliser après avec un volume de coups et tout le temps en leur prenant leurs jambes, tu vois, en les mettant au sol, en les collant, en envoyant des coups vraiment dirty, tu vois, dirty boxing, vraiment un monstre du dirty boxing, Tony Ferguson. Est-ce qu'il est encore capable de le faire? C'est toute la question en fait. En fait, Tony Ferguson, on sait ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il était capable de faire, mais la question c'est est-il encore capable? Peut-il revenir à ce niveau? Moi, je n'en suis pas si sûr, surtout à son âge. Hein, on le rappelle, 37 ans quand même. Comme tu as dit, pour ce training camp, il a fait revenir un de ses anciens coachs de lutte quand il était en université, de lutte universitaire. On va voir. Mise-t-il sur la lutte pour ce combat? Est-ce qu'il va feinter tout le monde et en faire un combat de corps à corps, un combat de lutte? Je ne sais pas. Il faut savoir que quand même, Michael Chandler, il a quand même aussi un bon niveau en lutte. Il a un background de lutte aussi. c'est ça. Donc, moi, si je devais donner un pronostic, parce que là, il s'agirait d'analyser un peu plus en détail le déroulement du combat, je pense que, sachant que c'est un 3 rounds, ça avantage beaucoup plus un Michael Chandler. Et je pense qu'il va se permettre d'être beaucoup plus explosif dans les 2 premiers rounds. Et là, la question, c'est est-ce que Tony Ferguson va pouvoir encaisser ses salves? D'une part, j'ai envie de dire oui, parce que je pense pas qu'il soit complètement éteint, rincé. Je pense que Tony Ferguson est toujours l'élite actuellement. Mais je vais favoriser, on va dire, un Michael Chandler par arrêt de l'arbitre, c'est-à-dire par TK ou autre, dans le 3e round. Moi, c'est ce que je vois malheureusement. Après, ça va contre les odds, donc je peux largement me tromper. Mais sur ce combat-là, je favorise un Michael Chandler, sachant que tout va dépendre de est-ce que il va revenir à lui-même, est-ce qu'il va revenir inchangé après cette guerre qu'il a subie, qu'il a complètement diminué en termes physiques face à Justin Gaethje? Parce que quand tu affrontes un Justin Gaethje, il y a un avant et un après. Et ça, Tony Ferguson nous l'a montré. Donc, est-ce que Michael Chandler, il y aura un avant et un après? Ça aussi, ça va être la surprise. Mais pour l'instant, je favorise un Michael Chandler pour donner mon pronostic par TKO au 3e round. Bah écoute, moi je vois comme toi, je vois un finish de Chandler au 3e round par KO ou TKO. Je pense que durant les 3 rounds, Tony Ferguson va subir des dégâts. Et je pense que l'arbitre va en avoir assez vu au 3e round. Ok, ok, ok. Attention quand même à un upset. Hein. On sait que Tony Ferguson, il est dangereux. Surtout, il a des 2-3 chokes dangereux au sol. On nous a déjà montré là, notamment ce Darce choke là, quand il est en position north-south sur son adversaire. Il est dangereux à ça. Il a des bons chokes, mais franchement, Michael Chandler, c'est quand même un mec dur au mal. C'est un peu, tu vois, à l'image d'un Volkanovski, mais un mec vraiment dur à soumettre quand même. À choke, tu vois, avec ce gros coup de C'est ça, buteur. c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir nous faire comme un peu une face à Kevin Lee, Ferguson et réussir à dompter l'explosivité et soumettre? À voir. Ah, tout va dépendre de quel Michael Chandler show up. On va voir. On va En voir. fait, faut pas oublier un truc, c'est que c'est quand même le roi des upsets, Tony Ferguson. Faut pas Ouais, oublier, hein, il y a des combats, tu voyais les 2-3 premiers rounds, tu disais, ah ouais, il est fini, et il revenait des enfers à chaque fois. Mais carrément. est-ce qu'il est encore capable? Est-ce qu'il est encore capable? Ça va être dur. On va voir. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez de ces pronostics-là avec votre famille. Donnez votre pronostic en commentaire sur ce combat-là. Et on passe au combat suivant. Combat féminin championnat entre Rose Namajunas et Carla Esparza. Là, c'est intéressant parce qu'il y a un historique entre les deux. Hein. Carla Esparza qui a déjà battu au TUF, hein, si je ne me trompe pas,
à une Rose Namajunas. Et là, bah, c'est complètement différent parce que cette fois-ci, c'est elle la challenger. Rose qui est paraît carrément invincible sous Trevor Whitman à ce niveau-là dans la catégorie, qui a vraiment nous a vraiment m'a choqué. Son striking pour moi, je trouve qu'il est exceptionnel. Et là, on a on va dire la dimension striking contre lutte. Est-ce que cette fois-ci, sous Trevor Whitman, elle va réussir à se protéger de la lutte agressive de Carla Esparza? Est-ce que tu penses que ça va passer cette fois-ci? Sachant que je rappelle les odds, excuse-moi, je rappelle les odds, cette fois-ci. Ah ouais, là c'est Rose Namajunas favori à moins 195, c'est serré, et plus 165 plus pour Carla Esparza. Donc voilà. Écoute, déjà, tout d'abord, je trouve que les odds sont cohérents, sont très cohérents avec voilà, l'historique des deux combattants, leur palmarès. Moi, je pense que c'est plus. Bon, waouh, belle analyse. Non, mais c'est vraiment plus le même combat qu'avant. Quand ils s'étaient battus, c'était la finale du TUF. C'était autre chose. En plus, Rose, elle était déjà beaucoup plus talentueuse, mais elle l'avait vraiment sous-estimée. Et Carla, elle avait un beau game plan. Voilà, elle a utilisé ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire la lutte. Elle l'a emmenée au sol et voilà, elle l'a battue comme ça. Maintenant, elle fait face à une combattante beaucoup plus complète qu'avant. Rose, elle a le striking. D'ailleurs, c'est son atout majeur, hein. Elle est très, très forte, très, très beau striking. Mais pour moi, c'est aujourd'hui une combattante complète, vraiment complète, qui a aussi un beau grappling, quand même Ouais. une lutte décente. Donc, pour moi, ça va plus être là, le même combat. Maintenant, Carla Esparza, ça reste quand même au-dessus en lutte. Je pense, là, sûrement la meilleure lutteuse de la KT, hein. On l'a vu dans ses dernières victoires. Bah, elle gagne grâce à la lutte. Elle gagne grâce à ce style, hein, ce style lutteur qui ne te lâche pas, style Khabib, style Ousmane, un peu il y a quelques années, ça te chope, ça te lâche pas, ça t'emmène, ça grind, ça te fatigue. Et elle est très forte à ça. Et dans la KT, c'est la meilleure à ça, je pense. Et je pense que c'est sa seule façon de gagner ce combat. à la lutte, du coup. Ouais. Parce que là c'est un 5 rounds, c'est ça? Vu que c'est un combat de championnat. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouh, donc... Et c'est les strawweight féminines. Bah, souvent quand on est dans cette configuration-là, striking luther, c'est sur 5 rounds, les gens savent très bien quelles vont être les armes des uns et des autres. Et du coup, je pense que on en revient souvent. Ce qui va faire gagner l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, c'est le cardio et le conditioning. Est-ce que sur 5 rounds, elle va pouvoir la maintenir au sol ou l'amener au sol, ou est-ce qu'elle va pouvoir, après ces multiples tentatives, Rose, pouvoir KO son adversaire, ou dès le début? Et moi, je trouve que ce premier round-là, il va être déterminant, et je favorise une Rose, hein, sur ce coup-là. Je favorise une Rose et Namajunas, je te cache pas, parce que c'est un peu trop prévisible du côté d'Esparza, mais on verra. C'est ça, c'est un peu prévisible et Rose, elle s'est quand même beaucoup améliorée, hein, en grappling, en lutte. C'est quand même une combattante beaucoup plus complète que Carla Esparza et franchement, connaissant son coin, connaissant Trevor Whitman, ils savent à quoi s'attendre et tout le training camp va être basé autour de ça, autour de défendre la lutte et avoir le bon timing face à la lutte de l'adversaire. Donc, bon, bah, je pense cohérence, logique dans le fait que Carla soit l'underdog. Mais encore une fois, voilà, ne jamais sous-estimer ses adversaires. Je pense que son but à elle, à Carla Esparza, ça va être vraiment de trouver le bon timing de takedown, pas, on va dire, trop téléphoner. Voilà. Son but, ça sera de ne pas téléphoner parce que sinon, elle va se faire cueillir pour moi. Ok, donc toi, c'est quoi? Est-ce que tu as un pronostic final pour ça? Donc moi, je vois un TKO de Rose au 4e round. Ouf. Ouf. Ça va pas là, ça va pas à la limite. Là, ça se Non, termine je pense avant. pas. Je pense pas. Bah écoute, moi je vois un TKO de Rose au 2e round. Beaucoup plus tôt. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Donc, moi, je pense dans les premiers rounds, elle va pas trop être agressive dans les premiers, deuxième rounds. Ok. Je pense qu'elle va accélérer après, quand elle va voir que son adversaire, elle commence à fatiguer. Oh, ok. Parce que, en fait, moi, ce qui m'a fait tilt dans ma tête, c'est dans le combat face lors du dernier combat de Rose, on a vu que dès les premiers strikes, c'était extrêmement impactant. C'était extrêmement puissant. Et j'ai été vraiment choqué par la métamorphose face à Weili, du striking et de la puissance, à la manière dont Trevor Whitman l'a amené à un autre niveau de sa combattante. J'étais vraiment pas à préparer à ça. Et je sais pas si elle va pouvoir tenir 2 rounds face à cette Rose métamorphosée.
entre guillemets, à un autre niveau. Esparza, tu vois. Je sais pas si ça va pouvoir encaisser, à moins qu'elle réussisse à faire les 2 premières 5 minutes sur le dos, à les faire passer à son adversaire sur le dos. Là, c'est un avantage, mais j'en doute. Donc, je pense que elle va pas réussir à maîtriser cette rose-là et elle va tomber sous les frappes. Moi, je pense que c'est ça, très rapidement dans le combat. Écoute, pour moi, ça va être simple. Je vais prendre une analogie. Tu vois ce que Sterling a fait à Petroyan? Ouais. Pour moi, c'est exactement ce que Carla, elle doit faire à Rose Namajunas. C'est sa seule façon de gagner pour moi. Voilà, je n'ai pas à en dire plus. Je pense que vous comprenez si vous avez vu le combat, les gars. Je pense que c'est ça. C'est le takedown, essayer de prendre le dos. C'est primordial pour elle. Et c'est vrai que là, maintenant que tu rappelles ce combat-là, c'est vrai que ça me fait douter, hein. C'est vrai que ça me fait. Si ça se passe comme ça, c'est chaud. Si ça se passe comme ça, c'est chaud. Bah écoute, je pense, été tous surpris hein, dans le combat de Sterling face à Petroyan. Il avait vraiment le game plan parfait. Je pense qu'il Ouais, n'y avait pas mieux pour lui. Et je pense que Carla Esparza doit faire la même. Elle doit en faire un combat ennuyant pour gagner. c'est ça. C'est-à-dire la prendre, la contrôler au sol. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Bah écoute, on a donné nous nos pronostics, donnez les vôtres en commentaire. On va voir, on va essayer de discuter parce que là, c'est vrai que c'est assez spécial comme combat. C'est entre guillemets une revanche pour l'une pour l'autre. On verra ce que ça donne, sachant que les deux ont été championnes, hein, parce que l'autre, ça a été la première championne de la catégorie de l'histoire de l'UFC. Donc c'est pas n'importe qui. Et là, on passe au dernier combat, le combat de main event, Charles do Bronx Oliveira contre Justin Gaethje. Et là, Oliveira est favori à moins 165, sachant que Gaethje est l'underdog à plus 145. C'est intéressant. Est-ce que pour toi, déjà, les odds sont cohérentes? Est-ce que c'est cohérent déjà pour toi? Pour moi, sans manquer de respect à Justin Gaethje, odds cohérentes. Je pense que Charles Oliveira, il a prouvé qu'aujourd'hui, c'était vraiment le meilleur de la KT en battant Dustin Poirier, qui pour moi était probablement le meilleur. Ça se jaugeait entre deux. En fait, j'attendais leur combat pour savoir. Mais je pense que, ouais, clairement, c'est clairement cohérent. Aujourd'hui, c'est le champion de la KT incontesté, Charles Oliveira. Et maintenant, on va voir si quelqu'un va pouvoir le détrôner parce que franchement, j'étais très, très, très impressionné dans ces deux performances. Premièrement, face à Michael Chandler et deuxièmement, face à Dustin Poirier. C'était vraiment incroyable. Il nous a prouvé que c'était vraiment un champion dans les deux combats quand même. Il revient, il revient parce qu'il débute mal les deux combats. Il perd les deux premiers rounds dans les deux combats et à chaque fois après il revient et il gagne. Et franchement, il a montré un mental de champion, clairement. C'est ce qu'a dit Trevor Whitman, hein. C'est vraiment surprenant parce qu'il sait une chose, c'est qu'à chaque combat, il y a Charles Oliveira qui se fait sonner, mais après, chaque fois où il se fait sonner, il remporte le combat. Donc ça, c'est d'autant plus effrayant que la première stat. Et donc là, il y en a beaucoup qui misent sur le fait que Charles Oliveira, il n'a pas énormément de mouvements de tête et qu'il va se faire mettre KO par un Justin Gaethje. Moi, je sais pas, je parierais pas là-dessus. Je sais qu'il va se faire sonner. Ça, c'est inévitable. je pense que là, il va en prendre des parpaings de Justin Gaethje. Mais encore une fois, on a trop sous-estimé son volume. On a trop sous-estimé le mental de Charles Oliveira et on a trop sous-estimé son volume. La seule chose qui me ferait douter, c'est que Trevor Whitman, lui, ne sous-estime aucunement, justement, le cerveau derrière Justin Gaethje ne sous-estime aucunement le Brésilien. Mais même là, j'ai peur que Charles Oliveira soit un peu too much dans tous les compartiments overall dans ce combat-là. Si tu veux, il y a Gaethje on sait que c'est lui qui a l'avantage en boxe, en anglaise, mais après, ou d'autres, il a l'avantage. C'est ça le truc. Écoute, moi, il y a un truc, je trouve, qui est très sous-estimé. C'est Oliveira, on n'en parle presque jamais, mais c'est son ground and pound. Euh, dans le combat face à Poirier, j'étais genre scotché de voir son ground and pound. Il a détruit Poirier avec son ground and pound. Il perdait le combat, et quand il l'a amené au sol, il était dans sa garde, hein, il l'a détruit avec son ground and pound. Il était vraiment dévastateur et on n'en parle jamais de son ground and pound. Mais si pendant ce combat, Gaethje se retrouve sur le dos, ce qui est possible, hein, je pense qu'il faudra faire vraiment attention à ce ground and pound vraiment agressif où vraiment il y va, il envoie. Hein. Surtout faire attention au coup de coude parce que voilà, les cuts, on sait très bien, il y a plein de facteurs. Enfin, genre, déjà, ça peut diminuer ta visibilité avec tout le sang, ça peut te faire stopper à cause d'un docteur stoppage. C'est vraiment gênant. Et ouais, faudra qu'il fasse gaffe au grand and pound aussi d'Oliveira. Attention. C'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que
comme tu as dit, c'est les coudes. Hein. Moi, ce qui m'a choqué, c'est les coudes hein, en Grand Pound. Ça, enfin, personnellement, l'efficacité qu'il a pour en fait détruire petit à petit feu, la détermination et le game plan de son adversaire quand il est sur ce dernier, c'est choquant. Moi, ça m'a choqué, comme toi, exactement. La dernière fois que j'ai vu des coups de coude comme ça en Grand Pound, je crois que c'était John Jones. Clair. Avec ses longs Facts. segments quand il envoyait des coups de là. Mais... Non, non, mais plus sérieusement, ouais. Moi, je pense que Gaethje, il a tout intérêt que ce soit un combat striking et une guerre, justement, comme il a fait dans ses derniers combats face à Chandler, Ferguson et tout. Il doit en faire une guerre debout. Et je pense qu'il est jamais aussi dangereux, aussi compétitif que quand le combat est une guerre de boxe, en fait. Quand c'est un combat de boxe, une guerre. Je pense que c'est là où il est vraiment fort. C'est un peu comme Poirier, les deux. Je pense qu'il faut que ça soit une guerre debout pour qu'il soit, comment dire, c'est ça qui sort le meilleur d'eux-mêmes, en fait. Ce qui fait sortir le meilleur d'eux-mêmes. C'est une guerre de striking. Poirier, il a été dans de maintes et maintes guerres. Pareil pour Gaethje. Et à chaque fois qu'ils ont été. Quand le combat il avait cette configuration, ils ont souvent gagné. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, là, en plus, il y a quelque chose que moi j'ai vu dans le countdown qui a été assez intéressant, qui a été souligné par Whitman et même par Oliveira, c'est que la préparation, parce que les deux savent que ça va être une guerre, mais du côté de Charles Oliveira, chaque combat, il le prépare comme si ça allait être une guerre. La manière, en fait, de travailler à la shoot et box, c'est que des sparring durs. En que ce soit debout ou au sol, c'est pour terminer son adversaire à l'entraînement. Et il a notamment témoigné en disant que les gens pensent que je vais tomber KO à chaque fois, mais là où je prends les plus gros coups et le plus fort, c'est dans ma salle d'entraînement. Et c'est ça aussi qui me fait penser que, et malgré tous ces coups-là, toutes ces années, la durabilité de Charles Oliveira, pour preuve, elle n'a pas baissé parce qu'il est devenu champion. Tu vois, il y en a qui se grillent par moments, comme on pensait qu'un Josaldo s'était grillé et c'était compliqué pour lui de revenir au top niveau. Bah lui, Charles Oliveira, au contraire, on dirait que ça l'a vraiment endurci. Et j'aime pas dire ça parce que moi, je suis pas quelqu'un qui pense qu'on s'endurcit avec des hard sparring, mais on dirait que pour lui, ça a marché et que là, face à Justin Gaethje, ça va être une sale nuit pour l'Américain. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je ne vais pas revenir sur vraiment le débat de comment faut-il se préparer pour un combat, sur vraiment le débat des sparring, comment se parer, la bonne façon optimale de bien se préparer sans trop s'user, tu vois, le juste milieu. D'ailleurs, on avait fait une vidéo là-dessus Mhm. l'année dernière, mais je pense que voilà, c'est la manière old school de fonctionner, c'est des gros sparring, c'est s'entraîner dur pour que le combat paraisse facile. On connaît voilà la devise. Et je pense que moi, ça va dépendre de chaque personnalité, chaque combattant. Je pense des combattants, vraiment, ça les mène au top niveau et d'autres, Mhm. ça les use plus qu'autre chose. Je pense que lui, c'est une manière bénéfique qui fonctionne bien avec lui. Et je pense qu'il devrait continuer, vu les performances après en combat. Moi, je pense que ça marche bien avec lui. Mais je pense que ça dépend vraiment, c'est spécifique à chaque combattant. En tout cas, ouais, Whitman, lui, il a plus une autre approche. Tu vois, c'est plus une approche de, de se préparer au niveau mental. Tu vois, c'est un mec qui te transcende au niveau mindset. En fait, c'est un mec, Whitman, je trouve, il est parfait quand tu as déjà de bonnes bases, tu es déjà un bon combattant, tu as les skills et tout. Et lui, il t'amène vraiment à ce niveau de bon combattant à champion. Tu vois, Ouais. en t'améliorant ton mindset, ton approche du combat et tout. Et je pense que c'est un mec plutôt. En fait, je pense que c'était le fit parfait avec Gaethje parce que c'est un mec qui devait être canalisé, Gaethje. C'était un mec qu'on devait canaliser. Il avait vraiment un tempérament où il partait un peu dans tous les sens durant ses combats et tout. Et je pense que c'était le fit parfait avec Trevor Wittman qui a su le canaliser et en faire de lui voilà, un mec qui peut aujourd'hui devenir champion. Et voilà, on a deux approches différentes. Tu vois, on a deux coachs différents qui ont des approches différentes, mais du coup, ça va être intéressant à voir, un peu à analyser. On va avoir deux façons de coacher, je pense, et la manière un peu old school, je dirais, et la manière un peu new school, psychologique, mentale. Et ça va être intéressant. Ça va être très, très intéressant. Mais d'ailleurs, pour revenir juste rapidement sur Rose, c'est pareil. Elle, je pense, c'était une combattante qui, mentalement, avait besoin d'un coach comme Whitman. Et elle aussi, c'était le fit parfait pour elle. D'avoir un coach qui la canalise, tu vois, qui lui donne confiance en elle. Elle avait, à un moment, elle avait eu des problèmes comme ça, un peu psychologiques, mentaux, Rose. Elle était limite en dépression. Et je pense que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup aidé mentalement Ouais, le pour soutien sa carrière de psychologique. Ouais. fighteuse.
Le soutien psychologique de Whitman vis-à-vis de ses fighters, c'est quelque chose dont on parle pas assez, je suis d'accord avec toi. Et c'est quelqu'un, même dans la cage, t'as remarqué, il est très calme, il crie très peu. Hein. Et ses combattants arrivent à l'entendre. Il est très très calme dans le coin. Et là, du coup, je trouve moi ce qui est super intéressant dans ce combat-là, ça va être, moi je peux passer à l'analyse et au pronostic, pour enfin arriver au pronostic de ce combat-là, je pense que tout va jouer aussi sur le mental. Et en parlant de mental, je pense que c'est Oliveira qui a un très très gros ascendant mental sur Justin Gaethje. Faut voir la tête qu'a fait. C'est notamment dans le magnifique travail de réalisation de l'UFC. Ça a été montré dans le dernier countdown. La tête qu'a fait Justin Gaethje au moment où Oliveira a soumis Poirier. On voyait que Gaethje était complètement décomposé. Il s'y attendait pas. Et on dirait qu'il a pu s'identifier à un Poirier. Parce que c'est quelqu'un qui a des armes assez similaires. Tu comprends? Et là où je trouve que c'est assez fantastique, c'est que il s'est complètement métamorphosé, Charles Oliveira, et sa confiance maintenant est through the roof, comme disent les Américains, et surtout après une victoire face à Dustin Poirier, où il a fait taire tout le monde. Et moi, là ça va être polémique. Hein. Là, ce que je veux dire, mon pronostic va être assez tendu, mais je pense que Charles Oliveira, il va passer sur un Justin Gaethje, et il va le terminer. Je vois pas aller... En fait, c'est simple, je vois pas ce combat dépasser 2 rounds, et je vois un Charles Oliveira le terminer soit par soumission, soit par TKO. D'accord, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça, c'est mon bold statement. C'est-à-dire que pour certains, ça va pas être. Les gens le voient comme un combat serré et tout. Moi, je pense que Charles Oliveira, il va éteindre un Justin Gaethje. Et là, j'aime bien prendre des risques. Parce que soit je me rétame complètement. Tu vois, ça, c'est le genre de combat où les gens, ils aiment bien. Non, moi, je pense que Oliveira, il va éteindre un Justin Gaethje. Et c'est rare, hein, parce que aller contre Trevor Whitman, il faut y aller contre ces cerveaux-là. Et moi, je pense que là, dans la cage, aujourd'hui, Charles Oliveira, le seul qui peut l'éteindre, c'est Khabib. Khabib ou un Makhachev. Mais sinon, si t'as pas ce background lutte monstrueuse qui vient de l'Est, avec, avec le parcours on va dire historique qui va avec, c'est compliqué. Donc moi, je vois un Charles Oliveira éteindre par soumission ou par TKO au deuxième round ou au premier un Justin Gaethje. Mais bon, comme je vais être raisonnable, je vais dire au deuxième round. Et bien sûr, il se sera fait rocked avant. Il se sera fait sonner avant. Ça, c'est la tradition. Écoute, moi, je pense qu'il va se faire sonner et qu'il va dormir. Donc, à l'inverse de toi, je vais partir sur une victoire KO de Gaethje au troisième round. Au troisième round. Ok, ça, c'est intéressant, les gars. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, deux visions différentes, deux scénarios. Ah, je vais pas dire extrêmement possible. Celui de Karl est plus possible, à mon avis, parce qu'il y a il y a plus de personnes qui voient ton scénario possible, même s'il est favori. Je pense que ce soit dans les réseaux, dans la communauté MMA, beaucoup de gens disent qu'il va se faire sonner et qu'il va dormir. Moi, je pense... Mais justement, d'ailleurs, faut qu'il dorme, hein, parce que s'il l'endort pas, c'est mort. Tu vois? S'il l'endort pas, c'est mort. Mentalement, il est trop fort. Il est trop fort mentalement. Il est trop préparé à ça. Et je pense qu'il va pas réussir à l'endormir et qu'au contraire, c'est lui qui va dormir avec un choc. Voilà. Donc ça, c'est le pronos pour vous, les GOAT. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des pronos similaires au mien ou à celui de Karl? Mettez votre analyse carrément dans les commentaires. C'est bon pour le référencement. Karl, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Le mot de la fin, j'ai envie de dire, on a tout dit. Dites-moi en commentaire, comme Sigma vous vient de le dire. Qui a raison pour vous? Est-ce que moi j'ai raison? Est-ce que lui il a raison? Est-ce que nous deux on délire? Ça va pas du tout se passer comme ça? Dites-nous tout, on attend. On lit tous vos commentaires de toute façon. C'est ça, n'hésitez pas, je le répète, je sais les gars, je suis agaçant, à vous abonner au Twitter, au Instagram et au TikTok. Tous nos liens sont dans le Linktree en description. Et sur ce, je vous dis le mot de la fin. Peace, les gars. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.